RMC 6h-9h, Bourdin Direct, Apolline de Malherbe. Et on poursuit avec vous, Julien Borosic. Vous êtes député et vous êtes le rapporteur de ce rapport sur les implants. Vous disiez à l'instant, on ne surveille pas assez tout ce qui rentre dans notre corps, en fait. Oui, tout à fait. En fait, si vous voulez, le problème, c'est que le système français, il faut le reconnaître, le système français est plutôt bon élève en Europe, mais pas assez. Et le système français fait qu'on a beaucoup de structures, la NSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, la HAS, la CNAM, le CEPS, qui est le dispositif qui permet de fixer le prix des dispositifs. Tous ces, on a tout ça, mais il y a quand même des trous dans la raquette. Quoi. Parce qu'en fait, si vous voulez, ils fonctionnent plutôt pas mal, bien que pour certains, ils aient besoin de moyens en plus, mais c'est en silo, c'est cloisonné. Et finalement, chacun fait son travail dans son coin, mais ne se préoccupe pas forcément de la suite. Et on a aussi une problématique qui est quand même majeure, qui probablement sera améliorée à partir de 2020, c'est le marquage CE européen. C'est-à-dire qu'on dépend de ça. C'est les normes. C'est la norme, c'est-à-dire que vous passez par un organisme notifié. C'est-à-dire que vous êtes fabricant d'un implant, vous fabriquez votre implant, vous allez voir un organisme notifié qui est une structure privée que vous choisissez en Europe. Ouais. Choisissez celle que vous voulez. Donc, forcément, celle qui va vous être le plus favorable. Ouais, probablement. Probablement, oui. Probablement. Qui va vous valider, non pas une étude de dispositif, mais plutôt qui va vous valider la véracité de votre étude. C'est-à-dire, est-ce que vous avez Donc, bien fait... Donc, il n'y a pas d'organisme indépendant ? Non. La France prône pour qu'il y ait un organisme indépendant. C'est ce que vous demandez ? C'est ce qu'on demande nous aussi, évidemment, avec un organisme centralisateur. Mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Alors, ce que ça permettrait d'éviter, c'est effectivement ces scandales qu'on a vus régulièrement d'implants. Reparlons quand même de cela. C'est quoi les symptômes ? Est-ce que c'est quand même à grande échelle en France ? Oui, c'est à grande échelle, parce que si on regarde par exemple sur le plus grand scandale qui était celui des prothèses PIP, c'est environ probablement 40 000 patientes. Alors quand je dis probablement, c'est parce que ça aussi c'est un vrai problème, on n'a aucune visibilité. On ne sait pas précisément quand, c'est-à-dire qu'en France, on se dit quand on achète des œufs dans leur boîte, on sait précisément à quelle heure la poule a pondu, dans quelle ferme et ce qu'elle avait mangé. Et par contre, on ne sait pas qui a reçu des implants mammaires, à quel moment, on n'a pas de traçabilité. C'est sidérant. Elle est très faible. Elle est très faible et c'est pour ça que c'est une de nos propositions avec mon collègue Pierre Dharréville qui était co-rapporteur sur ce rapport, c'est le fait de mettre sur le dossier médical partagé qu'on est en train de développer un accès pour tout le monde, c'est-à-dire pour le praticien qui pose l'implant, pour le fabricant, pour les patients, pour que chacun puisse signifier un éventuel symptôme, un éventuel dysfonctionnement, et qu'on puisse avoir une base de données à jour avec un numéro de portable, un numéro de téléphone pour joindre une patiente. Est-ce que ça existe déjà à l'étranger ou est-ce que là-dessus on est pionnier ? Non. Une fois de plus, la France reste quand même plutôt précurseur. La base de données EUDAMED, qui sera la base de données européenne pour les remontées d'informations sur ce qu'on appelle la matériovigilance, c'est-à-dire la vigilance a posteriori, cette base sera basée sur la base Emerveil qui a été développée par la NSM. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu un problème quand même de lobbying ? C'est-à-dire que ce que vous dénoncez, c'est aussi le fait que les fabricants, ceux qui mettent les implants, personne ne veut prendre la responsabilité. Et au fond, le fait qu'il n'y ait pas de traçabilité, c'est assez confortable pour eux. Alors oui, tout à fait. La question, il faut quand même rappeler un chiffre. Le dispositif médical, c'est 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde. C'est pas rien. Mais il y a un vrai business. Il y a un business. Soit dit en passant, c'est un business qui est très concentré sur quelques grands groupes, parce que par ailleurs, vous avez beaucoup de PME, TPE, en particulier françaises, à petit budget, et aussi par comparaison, on est sur des budgets bien inférieurs aux médicaments. Donc attention aussi, mais il y a quand même un lobbying. Attention également à ne pas jeter l'opprobre sur les fabricants globalement, parce que globalement, ça fonctionne quand même plutôt pas trop mal. Soyons raisonnables. La question, si vous voulez, en permanence, c'est de faire l'équilibriste, je dirais, entre d'un côté la sécurité et en même temps le fait de pouvoir bénéficier de l'innovation. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi ne pas bloquer l'innovation. De ce point de vue-là, on est aussi assez pionnier ? Oui, mais nous, on propose des choses assez nouvelles, c'est-à-dire le fait de proposer vraiment des pôles de compétitivité centrés sur des CHU, où on regroupe l'organisme notifié, fabricants, chercheurs, HAS, ANSM, pour que tout le monde puisse travailler ensemble, pour qu'on avance plus vite, avec plus de sécurité. Parce que le gros souci, si vous voulez, c'est qu'on ne dispose pas d'études. C'est-à-dire que la France se bat pour ça, et nous aussi.
l'autorisation de mise sur le marché, c'est ce qui se passe sur un médicament. On fait des études en amont. Pas sur un dispositif. Alors, il n'y a pas eu d'études, mais il y a eu des enquêtes et qui sont quand même assez inquiétantes. Hein. C'est des enquêtes a posteriori, c'est ce qu'on a appelé les implant lines, des enquêtes notamment de journalistes dans le monde entier. Et aux États-Unis, pour le coup, ils avaient une forme ils ont créé une base de données et ils ont recensé 5,4 millions d'incidents, dont 82 000 morts. Oui, alors attention, parce que... Direct, indirect, c'est ça ce que vous allez me dire. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Et dans le indirect, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, par exemple, vous avez pu mourir dans un accident de voiture en allant à l'hôpital et on considère que c'est dû à l'implant. Donc oui, faut quand même un tout petit peu timorer les choses. Donc ça peut être très indirect. C'est très très indirect là pour le coup. D'accord. Mais on prône dans le rapport vraiment... Mais il y a des morts tout de même. Non, mais il y en a, il y a des morts, il y a évidemment des complications. Et d'ailleurs, on demande aussi à ce qui est mis en place un fonds d'indemnisation qui n'existe pas pour le dispositif médical. Pour les victimes, c'est important, mais surtout une déclaration régulière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la culture française, en particulier, mais même européenne, n'est pas basée sur la déclaration. Pourquoi ? Parce qu'un praticien qui met en place son implant, s'il déclare un problème, un dysfonctionnement, il se dit que peut-être c'est dû au dispositif, mais c'est peut-être dû aussi à sa pratique à lui. Donc il y a toujours cette dichotomie, mais aujourd'hui... Donc il veut pas être en première ligne. Oui, et les fabricants l'ont bien compris, et souvent le fabricant dit, et ça s'est passé pour les prothèses... Ils vont se refiler la patate chaude. Ça s'est passé pour les prothèses mammaires, où PIP disait au chirurgien, écoute, ne dis rien, je te redonne des prothèses neuves, t'enlèves les anciennes, tu mets les nouvelles, dis à la patiente, c'est gratuit. Et on fait notre petit business entre nous. Voilà. Bon, merci beaucoup en tout cas, Julien Borossi. En vous entendant, on voit qu'il y a quand même encore du travail. Et c'est donc ce que vous proposez, puisque vous avez remis ce rapport sur les implants, document qui a été rendu hier. Merci.